Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. On a pas mal parlé de l'activité on-chain, du réseau Lightning au cours des dernières vidéos. On est enfin de retour pour faire une vidéo de review de ce qui se passe sur le marché. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà remarqué que le prix avait bien baissé. Si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte sur ce qui s'est passé, je vous invite à aller regarder les dernières vidéos dont on avait parlé sur le marché, notamment les deux précédentes, une dernière chance pour le Bitcoin et à quand la fin du marché haussier. On avait déjà parlé des éventualités de baisse et de fin de cycle haussier pour le Bitcoin. Aujourd'hui, on va passer en revue ce qu'il justement s'est passé au cours des dernières semaines et on va se poser la question de est-ce que nous sommes en train d'entrer un bear market? Et vous allez le voir, c'est surtout une question de définition. Donc on va utiliser plusieurs méthodes pour essayer de répondre à la question, est-ce que c'est vraiment la fin du cycle haussier? Est-ce qu'on est en fait dans la transition entre la fin d'un cycle haussier et le début d'un nouveau cycle baissier sur le prix du Bitcoin? Bien entendu, avant de nous lancer plus en profondeur dans cette analyse, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne YouTube de CryptoStar Academy pour ne rien louper de nos prochains contenus. Si vous appréciez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir, à partager les vidéos et tous les contenus qu'on fait, que ce soit les contenus écrits, les contenus vidéo ou autre, sur Twitter, sur la plateforme de Cryptost ou sur la plateforme de Cryptost Academy et même sur cette chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir. Rapidement, petit suivi du prix qui a très bien dégringolé depuis que nous avons invalidé le niveau symbolique des 100 000 dollars une fois de plus. On l'avait déjà invalidé, je vous rappelle, aux alentours de début 2025. Ça nous avait amené une correction où justement il y avait pas mal de personnes qui s'étaient déjà demandé si on n'était pas en train de rentrer dans une dynamique baissière. On avait réussi à récupérer les 100 000 dollars et aller chercher jusqu'aux 125 000 dollars. On avait déjà parlé aussi du fait qu'il y avait beaucoup d'effets de levier à ce moment-là sur le marché et que ça pouvait potentiellement créer un risque de liquidation qui s'est manifestement bien manifestée quelques semaines après. Et donc là, on est dans une forme de dégringolade où le prix a réussi à atteindre la zone des 90 000 dollars. Et maintenant, on a de plus en plus de personnes qui sont en train de se dire, est-ce qu'on est en train de rentrer dans un cycle baissier? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans une dynamique de bear market? On va voir tout ça ensemble aujourd'hui à travers différents indicateurs. Premièrement, il faut savoir que la définition du terme bear market ou marché baissier, il a tendance à varier de manière assez importante d'un individu à l'autre, d'une institution à l'autre, d'une entité à l'autre. Donc il faut arriver à le définir avec plus ou moins de la précision pour être sûr de quoi on parle. Donc là, je vais utiliser plusieurs définitions, vous allez voir aujourd'hui, pour essayer de voir si chacune des définitions colle bien du coup à l'esprit d'un bear market. Premièrement, on peut définir un bear market comme une période durant laquelle le prix du BTC et des autres crypto-monnaies en général, mais surtout du Bitcoin, qui va driver le marché, subit une baisse significative et prolongée. Une baisse significative et prolongée. On pourrait estimer qu'une baisse significative, c'est à peu près moins 20 à moins 30% vis-à-vis du nouvel ATH. Et ensuite, prolongée, c'est qu'il faut que ça dure certainement une certaine période, plusieurs mois. La majorité des bear markets précédents ont duré à peu près un an. Si vous regardez notamment le bear market de 2021-2022, il a commencé on va dire en fin 2021, il a terminé en fin 2022 précisément. Celui de 2017-2018, il a commencé, on va dire, à peu près aux alentours de début 2018, il a terminé aux alentours de début 2019. Donc à peu près un an pour les deux derniers bear markets. Donc si dans l'éventualité où nous serions en bear market actuellement aux alentours de fin 2025, on pourrait estimer qu'on pourrait avoir une fin de bear market potentiellement faire fin 2026 en se basant sur les cycles précédents et bien évidemment qui n'augurent pas nécessairement le futur. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de se poser des questions et d'essayer de trouver des éléments de réponse. Donc avec la définition présente, donc une période durant laquelle le prix du Bitcoin subit une baisse significative et prolongée, eh bien pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour confirmer que nous sommes en bear market. Pourquoi? Parce que simplement, le prix du Bitcoin, il a chuté d'à peu près moins 30, moins 27, moins 30%. On se situe d'ailleurs sur les mêmes niveaux de correction que ce qu'on a connu durant la correction de 2025, donc début 2025. Donc pour le moment, on n'a pas suffisamment de recul pour se dire ah ouais, le prix il a suffisamment baissé et ah oui, la baisse elle a suffisamment duré pour définir qu'on est dans un bear market du point de vue seulement technique de ok, la durée du prix, la durée de la baisse et l'intensité de la baisse. Pour l'instant, on serait encore au tout début du mouvement de ce point de vue-là. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut aller observer, notamment d'un point de vue on-chain. Il y a encore d'autres méthodes. Une méthode qui est souvent utilisée, c'est simplement prendre une moyenne à court terme, prendre une moyenne à long terme et voir comment est le prix, la réaction et la position du prix du Bitcoin par rapport à ces deux moyennes dans le temps. Donc par exemple, ici, on peut utiliser deux moyennes. On va utiliser notamment
une moyenne à court terme qui sera le prix moyen d'achat des investisseurs à court terme, et pourquoi pas la moyenne cumulée du prix réalisé. En gros, pour faire simple, deux métriques qui vont nous permettre de savoir si le marché est en train d'entrer dans une phase où il y a pas mal de pertes latentes à un moment donné. Vous connaissez le prix réalisé des investisseurs à court terme qui sert de support durant les tendances haussières et de résistance durant les tendances baissières à court terme. On en a parlé assez souvent. Et ici, la zone que vous voyez en bleu, ce qui est nommé juste prix, c'est simplement le prix réalisé qui est donc le prix moyen d'achat global du marché sous forme de moyenne cumulée. Donc, on va prendre toutes les valeurs quotidiennes du prix réalisé, on va en faire une moyenne cumulative depuis sur toutes les données qui sont disponibles sur l'historique, et ça nous donne ce genre d'indicateur. Très très intéressant. Et notamment, nous pouvons observer que à chaque fois que le prix du Bitcoin passe de manière prolongée sous ces deux niveaux, nous entrons dans un contexte de bear market. Et ensuite, on sort du contexte de bear market lorsque le prix du BTC repasse au-dessus du prix moyen d'achat des investisseurs à court terme. Donc en gros, au-dessus de la moyenne à court terme. Lorsqu'on est en dessous de la moyenne à court terme et à long terme, on rentre en bear market. Lorsqu'on repasse au-dessus de la moyenne à court terme, nous sortons du bear market d'un certain point de vue. Et ensuite, lorsque le prix est en train de passer au-dessus des deux, donc de la moyenne à long terme et la moyenne à court terme, on est certainement dans la phase d'expansion du marché haussier après la phase intermédiaire qui permet de définir que bon, c'est bon, on est enfin sorti du bear market, mais qu'on est encore dans une phase transitoire avant le bull market. On a à peu près les mêmes constats aux alentours du bear market de 2021-2022. Et comme, excusez-moi, et comme nous avons pu le remarquer, aux abords en fait de cette zone, notamment le juste prix, donc la moyenne cumulée du prix réalisé, eh bien, on a eu des supports assez intéressants tout au long du bull market récent, c'est-à-dire entre les années 2024 et 2025. Ça a vraiment très très bien servi de support pour définir l'horizon à partir duquel une tendance baissière sérieuse aurait pu commencer à s'exprimer et à dégrader le contexte de marché. Sauf qu'à chaque fois, on a rebondi par-dessus. Et actuellement, pour la première fois, on a utilisé ce support, mais on l'a invalidé. Et comme vous pouvez le voir actuellement, on est bien en dessous. Ce qui indique que nous serions, de ce point de vue-là, en train de rentrer dans un contexte de bear market. Nous aurions invalidé le dernier support et donc il serait possible d'affirmer que le BTC entre actuellement dans un contexte de marché baissier. Il reste à voir si, au cours des prochaines semaines, on va s'inscrire encore en dessous ou si on va potentiellement avoir un rebond viable, idéalement qui viendrait au moins chercher la zone des 100 000, voire un peu plus haut, pour invalider le signal d'entrée en bear market qu'on est en train de voir actuellement. Parce que du point de vue de ce qui s'est passé tout au long du cycle haussier actuel, c'est la première fois qu'on a une telle invalidation. Donc pour l'instant, ça donne quand même un signal pas très très encourageant, mais bon, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois bientôt qu'on parle du fait que le cours du BTC, il a du mal à aller chercher plus haut, qu'on a de plus en plus de dynamiques qui sont un peu délétères, que ce soit au niveau du risque spéculatif sur le marché dérivé, que ce soit avec les dépenses de plus en plus importantes des investisseurs à long terme qui plombent le marché, que ce soit avec la baisse de la demande spot qui du coup ne permet pas d'absorber l'offre excédentaire des investisseurs à long terme. Ça fait un moment qu'on a des éléments qui nous indiquent que potentiellement la demande et la tendance va commencer à ralentir. Donc maintenant, c'est simplement une confirmation de ces signaux dont nous sommes témoins actuellement. Et c'est pas non plus particulièrement étonnant de se dire que nous serions en train de finir le bull market et d'entrer en bear market. Tout ce que j'espère, moi, personnellement, c'est qu'on aurait potentiellement une impulsion haussière qui vienne potentiellement, un dernier espoir salvateur qui vienne nous permettre de remonter au-dessus de ces niveaux et d'invalider ces signaux d'entrée en bear market. Et sinon, écoutez, au bout d'un moment, on a quand même bien mangé entre la fin du bull market, je vais essayer de prendre un peu plus bas, entre la fin du bear market, pardon, en 2022 et actuellement, le prix, il est passé de 16 000 $ à 125 000, 120 000 $, on va dire. Donc, au bout d'un moment, ça fait 3 ans qu'on a de la hausse et qu'il y a eu une performance assez intéressante, même si elle était moins volatile que durant les cycles derniers. Il faut accepter que maintenant, le train soit terminé et que on ait une tendance qui s'inverse. Et c'est pas plus mal parce que ça va nous donner de très belles soldes et on pourra acheter potentiellement plus bas. De ce point de vue, on peut dire qu'on est rentré en territoire de bear market. Ça, c'est une autre indication. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des informations à partir de 3 données très très intéressantes que sont, encore une fois, j'ai loupé ça, c'est pas très grave, que sont le pourcentage d'offres en profit, le profit latent moyen, symbolisé par le ratio MVRV, et le profit réalisé moyen, ou la perte réalisée moyenne, qui est symbolisée par le SOPR.
pourcentage de francs profit, MVRV et SOPR sont des métriques dont on a l'habitude de parler. Et vous allez voir, on va utiliser une méthodologie assez simple où on va regarder une métrique après l'autre et ensuite on va condenser ces métriques dans un indicateur qui s'appelle le Bitcoin Momentum Oscillator, que vous connaissez peut-être puisque c'est l'un de mes modèles exclusifs, une de mes créations qui a été très très utile pour suivre les tendances et comprendre comment fonctionne le marché au cours des derniers cycles, mais aussi au cours du cycle actuel. Donc, on va commencer par le pourcentage d'offres en profit. On va avoir une méthodologie très très simple. On va d'abord se poser la question, quelle est la quantité de Bitcoin qui est en profit actuellement sur le réseau? Ensuite, avec le prochain graphique, on va se demander quelle est la qualité de ce profit. Est-ce que ce profit latent, il est plutôt élevé ou il est plutôt faible? Et enfin, on va se dire, maintenant qu'on sait quelle est la quantité de Bitcoin en profit, maintenant qu'on sait quel est le profit moyen des investisseurs, eh bien, quelle est leur réaction vis-à-vis de ce contexte? Est-ce qu'ils sont plutôt en train de prendre des pertes ou en train de prendre des profits? Donc, on va regarder ces trois métriques et ensuite, on va condenser tout ça dans un aperçu plus global avec un modèle statistique très, très intéressant. Donc, le pourcentage d'offres en profit mesure simplement la quantité de Bitcoin qui est rentable à un moment donné sur l'offre dans sa totalité, l'offre en circulation. Il y a des moments durant les cycles baissiers où le pourcentage d'offres en profit chute généralement en dessous de 50% et on a très très peu d'offres qui en profitent finalement. Et on a des périodes durant les marchés haussiers où le pourcentage d'offres en profit atteint 99%. Et lorsqu'on atteint 99%, il est très très difficile d'aller chercher au-dessus et souvent ça va susciter une prise de profit qui peut accentuer la pression de vente sur le marché et ensuite ralentir la tendance. Vous connaissez la musique, on en a déjà parlé plusieurs fois et c'est exactement ce qui s'est passé tout au long du cycle aussi actuel. On a atteint 99 plusieurs fois et ça a amené ensuite un ralentissement de la tendance. Les courbes que vous voyez sont simplement des études statistiques, donc la moyenne cumulée du pourcentage d'offres en profit, donc la moyenne à long terme qui nous permet de définir un seuil entre les contextes haussiers et les contextes baissiers, et ensuite un seuil haussier statistique, un seuil baissier statistique, ou quand on passe en dessous, on passe au-dessus, c'est qu'on est sur des valeurs qui sont plutôt extrêmes, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Ce qui nous intéresse ici, sur le cycle actuel, c'est que la moyenne cumulée, justement, en bleu ici, du pourcentage d'offres en profit, qui est proche de 75%, si je ne m'abuse, c'est ça, 75,5%, eh bien, elle représente clairement le centre de gravité du marché. Elle représente clairement le seuil en deçà duquel le marché recommence à donner des signes de faiblesse et où la rentabilité de l'offre devient plus basse et du coup donne un contexte délétère parce que si on a une rentabilité plus basse, on a plus d'investisseurs qui sont en perte. Si on a plus d'investisseurs qui sont en perte, ils sont incités à prendre de la perte et donc ça peut accentuer la pression de vente sur le marché. C'est pas idéal. Donc cette moyenne, elle agit comme un point d'équilibre. Au-delà, le mouvement est plutôt haussier. En deçà, le mouvement est plutôt baissier. Et si cette valeur, jusqu'à présent, elle n'avait pas du tout été franchie par le bas au cours des mois précédents et même des années précédentes, eh bien, la réaction actuelle du prix a fait chuter le pourcentage d'offres en profit relativement bas, aux alentours des 65%, 64% si je ne m'abuse, ce qui confirme de ce point de vue-ci l'entrée du marché dans un contexte baissier. Et historiquement, de telles chutes de la rentabilité, elles provoquent des comportements de perte et de vente en panique, ainsi que le début de phase corrective plus profonde. Si on regarde sur le plus long terme, on observe souvent des invalidations de bull market lorsqu'on va franchir cette zone. Regardez par exemple ici le 12 décembre 2021. On a aussi les valeurs actuelles évidemment. On a aussi ici en janvier 2018. Eh bien c'est lorsqu'on a enfin réussi à invalider cette zone qu'on rentre justement dans la zone de bear market où le pourcentage d'offres en profit va enregistrer des valeurs qui sont inférieures à sa moyenne historique. À chaque fois qu'on a un pourcentage de francs profit qui est inférieur à ces moyennes historiques, eh bien, c'est qu'on rentre dans un contexte de bear market. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre qu'on aille chercher des valeurs qui sont statistiquement basses, notamment aux alentours des 50%, en dessous de la bande statistique inférieure, pour avoir des très très belles opportunités d'achat. Donc voilà, si jamais nous rentrons dans un bear market de manière valide au cours des prochaines semaines et qu'il n'y a vraiment aucun moyen de s'en sortir, eh bien, il faudra patienter qu'on aille chercher un pourcentage de francs profit aux alentours des 60, 50 potentiellement, pour aller chercher des zones d'opportunités assez intéressantes. Normalement, on devrait avoir des zones d'achat assez intéressantes aux alentours des 70 000 et un peu plus bas. Donc ça, c'est un premier constat qui est assez important. La quantité d'offres en profit sur le réseau Bitcoin a chuté sous sa moyenne historique, ce qui nous indique historiquement une entrée dans un territoire baissier délétère et donc potentiellement la fin du run haussier qu'on avait depuis 2 ans. Maintenant que ce constat est fait, on peut se poser une question suivante. Maintenant que la quantité de BTC en profit est plutôt basse, eh bien, quel est le degré de profit latent? Quelle est la qualité du profit qui reste actuellement sur le marché? Et pour ça, on utilise le ratio MVRV qui mesure le profit latent du marché. Lorsqu'il est au-dessus de 1,
c'est que le marché est dans un profit latent. Lorsqu'il est en dessous de 1, c'est que le marché est dans une perte latente parce que le prix du BTC est passé sous le prix moyen d'achat du marché. Dans l'ensemble, on va lire cette métrique exactement de la même manière que ce qu'on a fait pour le pourcentage de francs profit. Excusez-moi encore. Avec, avec des bandes statistiques qui cette fois-ci sont un peu plus détaillées, mais ça ne change pas grand-chose, ça donne juste un petit peu plus de granularité supplémentaire. Ce qui va nous intéresser encore une fois ici, c'est la relation du prix du BTC, enfin du ratio MVRV plus précisément, avec sa moyenne cumulée. Et on retrouve exactement la même chose. Le ratio MVRV s'est maintenu au-dessus de la moyenne cumulée aux alentours des 1,75 durant toutes les corrections de 2024 et 2025. Et cette fois-ci, on est passé en dessous. Et au cours des cycles précédents, une telle invalidation, elle a marqué le début d'une période de baisse significative et prolongée du prix. Regardez, encore une fois, en début 2018, eh bien, on a l'invalidation et on rentre dans un bear market. Ici, pareil, en début 2022, on a l'invalidation et on rentre dans un bear market. Ici, en fin 2025, on commence à avoir des débuts d'invalidation et donc ça pourrait suggérer qu'on rentre dans un bear market au bout d'un moment. L'idée, c'est pas simplement de faire en sorte que vos idées collent à ce qui se passe sur le marché, c'est d'accepter que le marché décide et que c'est pas vous qui décidez, et donc il faut aller s'adapter à ce que fait le marché. C'est pour ça que ici, je vous propose des analyses on-chain qui sont non pas nécessairement prédictives, mais plutôt descriptives. Je vous décris ce qui se passe à un moment donné sur le marché, et ensuite on essaie de comparer avec ce qui s'est passé par le passé pour avoir de la reconnaissance de patterns, pour reconnaître des cycles et des comportements qui sont déjà passés, et supposer qu'il pourrait avoir quelque chose de similaire dans le futur. Pas nécessairement exactement la même chose, parce que l'histoire ne se répète jamais, elle rime, mais on pourrait supposer qu'il y a quand même quelque chose ici, un signal qui est assez important. Même si ce signal n'est pas très encourageant, il reste un indicateur important, parce que les cycles précédents, ils montrent que si Bitcoin ne parvient pas à rebondir rapidement aux alentours de cette zone, eh bien, il coïncide souvent avec le début d'une phase baissière assez profonde et le début d'un bear market. Donc, de ce point de vue, que ce soit sur la rentabilité de l'offre ou la rentabilité moyenne des investisseurs, on se rend compte on est passé sous un seuil qui est un seuil critique en deçà duquel le marché rentre dans une dynamique délétère où il y a beaucoup plus de comportements de perte, beaucoup moins de sentiments positifs, le sentiment se dégrade et on peut avoir beaucoup plus de prise de perte dans ces conditions-ci. En parlant de prise de perte, très intéressant, on va ici avoir un indicateur qui va nous permettre de savoir si le marché est en train de réaliser une perte ou pas. Donc une fois qu'on a la quantité de BTC rentable et la qualité du profil latent qui ont été observés, on peut aller avoir un aperçu clair du contexte dans lequel évoluent les investisseurs. Et à partir de ce contexte qu'on vient de définir, on peut étudier leur réaction, leur réponse face à ce contexte. Et ça, c'est une métrique, c'est une donnée qui est symbolisée par le ratio SOPR, donc qui mesure le degré de profit ou de perte latent, de réaliser, pardon, au contraire, c'est pas latent, le degré de profit ou de perte réalisé par les dépenses quotidiennes des investisseurs. Les valeurs supérieures à 1, donc ici la bande noire, indique un comportement de prise de profit dominant qui est observé durant les contextes haussiers la majorité du temps, avec des contextes de prise de profit qui peuvent être très très statistiquement élevés, comme on en a connu plusieurs au cours de cette année. Et les valeurs en dessous de 1 indiquent évidemment une prise de perte dominante qui est observée durant les contextes baissiers, avec des pics de prise de perte durant les phases de capitulation qui peuvent amener justement des valeurs très 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 basses statistiquement sur la ratio SOPR. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les valeurs statistiques, parce que ça nous permet d'isoler les comportements qui sortent vraiment de la moyenne et qui sont vraiment vraiment très très importants à observer. Et donc ici, aux alentours entre la moyenne cumulée en bleu et la zone de gravité de 1, eh bien, on a une zone de support de bull market qui a très très bien fonctionné durant les corrections de 2024 et 2025. Et actuellement, on commence à passer en dessous. Ne vous fiez pas à ce que j'ai écrit ici, parce que c'était justement mardi et depuis, on a eu quelques petites informations supplémentaires. Mais en gros, le constat reste plus ou moins le même, c'est que on est en train de chuter sous 1 de manière pas très très importante. Donc, ce que ça veut dire, c'est simplement que jusqu'à présent, le marché du BTC dans sa globalité réalise des pertes minimes de l'ordre de à peu près 1% par jour. C'est pas encore suffisamment significatif. On n'a pas chuté encore sous 1 de manière prolongée et suffisamment grave. On n'est pas encore dans un contexte de bear market en termes de comportement de prise de perte suffisant, comme ça a pu être le cas notamment pendant le cycle de 2022, où on a réussi à passer sous 1 pendant un bon moment et à ne pas récupérer la zone de 1.
Et en fait, là, ici, ce qu'il faudra observer au cours des prochaines semaines, c'est maintenant qu'on est en train de passer sous 1, est-ce qu'on va avoir un rebond qui va nous permettre de repasser au-dessus et de redonner un peu d'espoir, ou est-ce que, en fait, on va s'inscrire et on va rester en dessous de 1 pendant un bon moment. Et si c'est le cas, ça veut dire que le contexte est dégradé, que la réaction des investisseurs, c'est la prise de perte. Et à partir de ce moment-là, on va baisser, on va aller à la cave et ce sera pas plus grave que ça, mais ça voudra simplement dire que la fête est finie et qu'il va falloir aller chercher des opportunités d'achat sur des prix plus bas et qu'on va aller chercher un BTC qui va descendre, qui va invalider tous les niveaux qu'on avait confirmés jusqu'à présent. Et honnêtement, je commencerai à m'intéresser de nouveau à ce qui pourrait se passer aux alentours des 70 000, 60 000 dollars et potentiellement même plus bas parce que le prix réalisé simple du marché, il est aux alentours des 50 000. Mais bon, dans l'ensemble, du point de vue de ces trois métriques, on peut simplement dire que le contexte est dégradé. On a un pourcentage d'offres en profit qui est plus bas statistiquement que durant un bull market normal. On a un profit latent qui est statistiquement plus bas que durant un bull market normal. Et on a une prise de profit slash perte qui commence à indiquer une tendance de la perte dominante. Et ça arrive durant les contextes baissiers. Donc on est potentiellement aussi en train d'invalider ce curseur-ci. Donc on est, on va dire, entre guillemets, à 2 indicateurs, voire presque 2,5 indicateurs sur 3 qui sont dans une zone pas terrible du tout. Donc ça, ouais, écoutez, c'est comme ça. C'est un constat. Personnellement, j'ai pas plus de biais positifs ou négatifs vis-à-vis du fait qu'on soit en train de rentrer en bear market. Moi, je vous donne simplement les informations que me filent les données. Si on a un rebond honnêtement, si on a un rebond du prix, qu'on va rechercher les 100 000 ou les 110 000 aux alentours des prochaines semaines, ces signaux seront invalidés parce qu'on va repasser au-dessus de la moyenne cumulée sur la majorité de ces métriques. Donc peut-être que l'observation que je suis en train de vous proposer actuellement, elle sera caduque. Mais exactement comme pour les vidéos précédentes où je vous disais qu'on commençait à avoir des signaux de ralentissement, c'est toujours la même chose, c'est on observe un comportement qui est pas ouf, et sous couvert qu'on ait un rebond vraiment salvateur, tout va bien se passer, sinon simplement on va rentrer dans un bear market et il faut l'accepter et c'est pas plus grave que ça. Maintenant, on a une dernière information qui est simplement la condensation de tout ce que je vous ai présenté récemment, ici avec le BMO, le Bitcoin Momentum Oscillator. Donc c'est un indicateur composite qui condense les signaux des données que je vous ai présentés précédemment. Et du coup, cet indicateur est très très intéressant. Il oscille entre plus 1 et moins 1, plus 1 étant la phase de paroxysme haussier où on a de la difficulté à aller chercher plus haut et il commence à devenir très intéressant de réduire son exposition au marché, moins 1 qui est la phase où le paroxysme baissier atteint ses limites et ça va être très très difficile d'aller chercher plus bas et du coup on a certainement des belles opportunités d'achat à aller chercher. Lorsqu'on a des valeurs qui sont supérieures à 0, on est dans un bull market. Lorsqu'on a des valeurs qui commencent à passer en dessous de 0, on rentre dans une phase corrective qui peut nous amener vers une dégradation et un bear market. Simplement, si vous voulez aller chercher plus d'informations sur le sujet, je vous invite simplement à aller sur le compte Twitter de moi-même, Prof Chen, votre serviteur. Et le premier lien épinglé est un thread qui vous explique en long, en large et en travers la création, la lecture de cet indicateur. Donc vous avez un thread d'à peu près une quinzaine de slides qui vous permet de comprendre exactement comment il est paramétré, comment il fonctionne et aussi il vous donne accès à une documentation et à des liens pour l'utiliser pour vous-même. Si jamais il y en a certains qui voudraient avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter directement sur Twitter en m'envoyant un petit message privé. Je serai très très heureux de vous répondre aux besoins. Mais bon, simplement pour vous dire que ici, ce qui est en train de se passer, c'est que les valeurs du BMO sont en train de passer dans un territoire négatif. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, on est en train, de ce point de vue-là aussi, de rentrer dans un contexte délétère, un contexte baissier qui peut augurer un bear market. Si jamais nous sommes dans un bear market, nous sommes vraiment dans le début clairement du bear market, mais bon, avec une valeur enregistrée de 0,03, en fait, ça symbolise du coup que le premier curseur a été perdu, c'est-à-dire le pourcentage d'offres en profit ne signale plus des valeurs suffisamment intéressantes pour considérer que nous sommes en bear market. Les deux autres curseurs arriveront lorsque le MVRV, les valeurs du MVRV chuteront sous une borne statistique basse assez importante et lorsque le SOPR chutera aussi sous une borne statistique basse suffisamment importante. À ce moment-là, on aura d'autres indicateurs qui vont venir s'ajouter, d'autres valeurs qui vont venir s'ajouter pour nous dire que là, on rentre non seulement dans un bear market complet, mais qu'en plus, on atteint potentiellement des phases avancées d'un bear market. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On a un signal baissier qui est plutôt modéré. La tendance, elle se dégrade, mais on n'est pas encore dans des conditions extrêmes où les marchés forment habituellement leur creux. Ça, c'est ce que je pense. Voilà qui fait le tour pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, je vais vous apporter un petit bonus supplémentaire. Je vais vous apporter 2 lectures supplémentaires qui vont peut-être apporter un petit peu plus d'informations et mitiger les constats que je viens de vous offrir. Premièrement,
on va utiliser une variante du pourcentage d'offre en profit. Le pourcentage d'offre en profit des investisseurs à court terme. Vous connaissez cette métrique pour la plupart d'entre vous parce qu'on l'a déjà utilisée. C'est une métrique que j'aime beaucoup utiliser parce qu'elle permet d'identifier les moments où justement on a beaucoup d'investisseurs à court terme qui sont en profit et donc souvent eh bien, on va marquer un sommet local ou à l'inverse, lorsque beaucoup d'investisseurs à court terme sont en perte et à ce moment-là, eh bien justement, on a un creux local. Et qu'est-ce que nous pouvons observer actuellement? Nous pouvons observer que au cours de la chute en dessous des 100 000 dollars, aux alentours des 95, 90 000 dollars, eh bien, on a enregistré un pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme qui était le plus bas jamais enregistré. J'avais jamais enregistré une valeur aussi basse. On était à 0,1% d'offres en profit pour les investisseurs à court terme, ce qui veut dire que 99,9% de tous les investisseurs à court terme étaient en perte. Et quand on atteint des valeurs aussi basses, la majorité du temps, eh bien, ça nous signale un creux local parce qu'on est sur un contexte de capitulation à court terme. Si je reviens un peu dans le passé, je vais vous faire un petit bidouillage pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Ici, par exemple, je vais simplement hop là, enlever un peu de la visibilité ici et je vais aller rendre cette métrique visible. Même l'enlever, vous savez quoi, c'est pas très grave. Hop là, ce que je vous montre ici en rouge, c'est les moments où le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme est plus bas que la zone statistique la plus basse possible ici avec les déviations standards, l'écart type standard à 1,5 sigma. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Et lorsque ça arrive, regardez bien, la majorité du temps, en bull market du moins, ça indique clairement des opportunités d'achat très intéressantes. Et durant les bear markets, ça indique du moins une capitulation à court terme ou voire un potentiel creux local qui va ensuite amener probablement à une continuation baissière, mais du moins à un creux local. Vous pouvez voir ici que sur ces creux locaux, le marché a tendance à rebondir un petit peu, puis ensuite à rechuter, à rebondir un petit peu, puis à rechuter. Donc, ce que je vois ici, pour mitiger un peu le propos que je vous ai présenté jusqu'à présent, eh bien, c'est que nous sommes aux abords d'un seuil statistique très très important où les investisseurs à court terme ont tellement pas de profit, sont tellement en train de capituler, ils sont tellement dans la sauce, dans le bourbier, on pourrait dire, eh bien qu'il y a quand même de bonnes chances que le prix du BTC réagisse de manière haussière à court terme, c'est-à-dire au moins un petit rebond. Et le scénario que je privilégie pour les prochaines semaines, c'est en fait un rebond du BTC aux alentours des 100 000 pour tester la zone des 100 000. Et si aux alentours des 100 000, on a une résistance, eh bien, ce sera simplement un dead cat bounce. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le marché continuera à chuter. Mais on aura eu un petit rebond rapide pour ensuite redescendre. Ou, dans le meilleur des cas, eh bien, on arrive à récupérer la zone des 100 000, on arrive à se réinscrire au-dessus et on a une nouvelle impulsion haussière qui va potentiellement nous chercher les 120 000 et à partir de là, on réintègre le range qu'on avait identifié au cours des mois précédents et plus de peur que de mal, mais il faudra encore voir si on arrive à aller chercher plus haut. Donc, même si d'un point de vue cyclique, on a l'impression de rentrer dans un territoire de bear market et je pense que c'est le cas, d'un point de vue à court terme, on n'est pas à l'abri d'une impulsion haussière qui va aller chercher le test des 100 000 dollars. Et ce test des 100 000 dollars va être crucial. Il va nous permettre de savoir si le marché a encore suffisamment de force et que les investisseurs sont assez intéressés pour racheter aux alentours des 100 000 et du coup pousser avec de la demande un peu plus haut. Ou à l'inverse, est-ce que du coup, les investisseurs vont plutôt manquer de confiance, se dire, bon là, maintenant qu'on vient de remonter vers les 100 000 et que je suis potentiellement un peu moins en perte, et je vais tout vendre maintenant et je vais quitter le marché parce que j'ai plus confiance. Donc, ce sera un test de confiance à court terme. Ça, c'est vraiment un truc que j'observe depuis quelques temps. Et je me dis, on pourrait clairement avoir une impulsion haussière qui pourrait nous permettre rapidement d'aller chercher les 100 000 et de tester. Et après, le test des 100 000, c'est le test de confiance final pour savoir si on rentre en bear market ou pas. Donc, on a vu d'un point de vue un peu long terme, d'un point de vue cyclique, que ça se dégrade, mais que sur le court terme, on atteint un point de saturation actuellement et ça va être potentiellement difficile d'aller chercher vraiment plus bas. Ou en tout cas, moi, je m'attends à ce qu'on ait une impulsion haussière, peut-être pas tout de suite, hein, peut-être qu'on va aller gratter encore un petit peu plus bas parce qu'on voit qu'on a un petit peu d'offres qui est reparti en profit actuellement. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur des zones statistiquement très très basses où, historiquement, eh bien, on a un rebond à court terme. Est-ce que ce rebond à court terme nous offrira suffisamment de force ou pas? Ça, c'est autre chose. Donc voilà, ça fait le tour un peu pour les dynamiques à court terme et à long terme du marché du BTC. Maintenant, je voulais mentionner simplement avec vous, une information que je vois beaucoup passer, notamment vis-à-vis des baleines. Donc là, je l'ai pris au pif, mais j'ai simplement tapé BTC Whales et vous allez tomber sur beaucoup de tweets qui vont vous dire, eh bien, attention, regardez, même si actuellement le prix est en train de baisser et qu'on est en train potentiellement de rentrer en bear market,
eh bien le nombre de baleines est en train d'augmenter. Et ça veut dire qu'en fait, les investisseurs sont en train d'accumuler, que les baleines sont en train de racheter à la baisse le marché, et qu'en fait, c'est un signal très très bullish. Typiquement, ce qui est écrit ici, on en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez tous aller les voir. D'ailleurs, ils recyclent parfois même les graphiques. Tiens, il y a même un truc de moi, d'ailleurs, c'est rigolo. Mais ce que je voulais dire vis-à-vis de l'étude des whales, c'est que historiquement, il n'y a aucun signal sérieux qui soit venu de l'étude des whales, simplement parce que les whales, c'est quoi? C'est simplement des portefeuilles qui détiennent plus de 1000 BTC sur un wallet. Sauf qu'en fait, ça veut absolument rien dire, le fait qu'on ait plus ou moins d'entités qui détiennent 1000 BTC sur un wallet. Regardez, une entité qui a 10 000 BTC, et qui l'a réparti sur 10 wallets différents, et elle a mis le BTC sur 10 wallets. Ok, très bien. Mais si cette entité, elle décide de séparer ça sur 100 wallets, en fait, elle aura 100 BTC sur 100 wallets différents, mais ça restera le même volume et elle pourra avoir les mêmes comportements. Ce que je veux dire par là, c'est que suivre simplement le nombre de wallets qui ont à un moment ou à un autre 1000 BTC et voir que ce chiffre augmente ou baisse, ça n'apporte strictement aucun signal en termes comportemental sur le marché du BTC. Regardez ici par exemple, on avait le bottom de fin 2022, on n'a absolument aucun signal des whales de quoi que ce soit, et pourtant le prix est en train de repartir. Par exemple ici, on a une hausse très importante du nombre de wallets qui soit supérieur à 1000 BTC, et pour le coup ça nous a juste rien indiqué du tout de ce point de vue-là, et actuellement c'est exactement la même chose. On a ici une augmentation du nombre de whales, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est soyez prudent vis-à-vis des données qui vous ont présentées, parce que en fait des fois on a beau vous dire oh là là, regardez, ça a vraiment une signification très très importante. Si on regarde historiquement, ça veut rien dire du tout. On n'a jamais réussi à vraiment avoir des informations suffisamment intéressantes sur ce genre de comportement. Et certains vont me dire oui, mais regarde ici ça accumule, puis ensuite ici ça vend. D'accord, mais il y a d'autres moyens de vérifier ça. Tu vas aller regarder les flux des exchanges, tu vas aller regarder le comportement des investisseurs à long terme, à court terme, l'offre, la variation de l'offre des investisseurs à court terme, à long terme. Tu vas regarder la rentabilité du marché, notamment la rentabilité réalisée avec le SOPR ou le pourcentage d'offre en profit, le profit net réalisé ou pas. Ça va donner beaucoup plus d'informations que simplement, ah bah tiens, regardez, là on a plus ou moins de wallets qui ont 1000 BTC à un moment donné sur le marché. Donc je voulais un petit peu débunker ça en fin de vidéo, histoire de simplement vous apporter un petit peu plus d'esprit critique, un petit peu plus de prudence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr, quoi qu'il en coûte. N'hésitez pas à aller consulter le thread, l'article directement sur le site de Cryptost, à aller apprécier le thread et à aller le partager. Il a fait pas mal de vues, donc c'est assez agréable. N'hésitez pas à aller pousser encore un peu plus, parce que honnêtement, il y a des informations que je considère être très très importantes dans l'analyse que je viens de vous proposer. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire sous la vidéo YouTube si vous trouvez que ça a été intéressant, ce point de vue cyclique, puis aussi les petites nuances à court terme que je vous ai présentées. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, avoir plus d'informations, savoir comment lire les données on-chain, mais avoir aussi des capacités de lecture sur les données techniques, faire aussi de l'analyse fondamentale, participer à nos lives, eh bien n'hésitez pas à rejoindre Cryptost Academy. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux dans notre communauté. C'était le Prof Chen, j'espère que tout ça vous aura bien plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau suivi du marché où on reprendra les données présentes pour aller voir un peu ce qui s'est passé. À ciao, ciao, bientôt!